On va passer du coup à la deuxième table ronde consacrée aux motifs économiques et je te passe à nouveau la parole, Alexandre, puisque c'est toi qui introduis. Alors, sur les difficultés économiques, on commence à connaître assez bien la dynamique de l'article 233-3. Premièrement, vous vous souvenez que l'ambition du législateur, c'est le gouvernement Valls. Enfin, le doigt et les conneries. C'était un article 30 qui nous venait de Bercy. Il est arrivé dans les derniers instants de Bercy, qui était à l'époque tenu par Emmanuel Macron. L'ambition, c'était de donner aux agents économiques des moyens faciles à vérifier, de savoir si l'entreprise connaissait ou non, pouvait connaître ou non des difficultés économiques. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a fait le choix de placer au cœur des difficultés économiques un certain nombre d'indicateurs économiques, qui sont plutôt des indicateurs comptables. Je vous rappelle la formule. Des difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, et on en a 5, baisse des commandes, baisse du chiffre d'affaires, perte d'exploitation, dégradation de la trésorerie et dégradation de l'excédent brut d'exploitation. Voilà les 5. C'est un peu comme les constantes d'un patient. Pour connaître son état de santé, on a l'impression que pour prendre le pouls économique de l'entreprise, il faut regarder ces 5 indicateurs et voir s'il y a une évolution significative. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le législateur a posé une présomption légale d'évolution significative. Il faut une évolution significative pour les 5 indicateurs, mais le législateur pose une présomption légale d'évolution significative pour 2 indicateurs, baisse des commandes et baisse du chiffre d'affaires, lorsqu'elle s'étale sur une certaine période qui se calcule en trimestres de 1 à 4, selon les effectifs. Alors les effectifs, 3 petits points, parce que précisément, on ne sait pas de quel effectif il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des effectifs de l'entreprise, comme on pourrait le penser légitimement, ou est-ce qu'il doit s'agir des effectifs calculés à l'échelle du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient? Certains suggèrent d'aligner cette manière de décompter les effectifs. Je ferai juste remarquer que ce n'est pas du tout la manière de décompter, par exemple, s'agissant des conditions d'établissement du PSE, où on tient compte de l'entreprise. Donc à un moment, quand la Cour de cassation sera amenée à trancher bon courage, il faudra qu'elle pioche entre les deux, soit l'entreprise, ou lorsque la décision est prise au niveau de l'UES ou du groupe, peut-être cette échelle-là, soit le secteur d'activité, mais à ce stade, on n'a pas de précision. Et puis, dernière chose, la référence à ces indicateurs n'est pas un passage obligé. Le législateur a prévu une sorte de voiture-balai. Il est toujours possible de caractériser des difficultés économiques par tout autre élément ou des éléments de toute autre nature qui pourraient justifier ces difficultés. Et donc la porte est ouverte, précisément, par exemple, à la perte d'un client, que sais-je. Faudrait-il encore que ce soit un motif réel et sérieux, mais on pourrait invoquer autre chose que des éléments purement comptables. Donc voilà, cette dynamique, vous la connaissez bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir depuis 18 mois les premières décisions qui sont rendues par la Cour de cassation et qui nous permettent d'y voir plus clair. Alors, première décision, un arrêt du 1er juin 2022, c'est la première aussi dans l'ordre chronologique, qui nous permet de savoir un petit peu plus comment se met en œuvre cette présomption légale d'évolution significative qui, vous le savez, suppose de comparer 2 périodes, la période de référence, évaluée en trimestre, avec une période de comparaison N-1, également en trimestre. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, et qu'on comprend bien avec cette arrêt du 1er juin 2022, c'est qu'il ne faut pas raisonner par année civile. C'était ce qu'avait fait la Cour d'appel en disant « Oh là là, c'est un peu compliqué de savoir à mi-parcours quels sont les niveaux de baisse de commande ou les baisses du chiffre d'affaires. Moi, je vais aller voir le comptable c'est pas compliqué, regarde l'année 2016. Donc même si le licenciement est prononcé en juin ou juillet, on va regarder le dernier exercice clos, c'est beaucoup plus facile. La Cour de cassation nous dit non, pas aussi simple que cela, il faut regarder les trimestres. Bon, alors, il y a une question qui demeure, c'est quel trimestre? Est-ce qu'il faut prendre le dernier trimestre révolu, ou est-ce qu'il faut prendre le trimestre en cours? Puisque la Cour de cassation est venue nous rappeler dans cette année du 1er juin 2022 qu'il fallait évidemment apprécier le motif à la date du licenciement, mais s'agit-il de prendre en considération le trimestre en cours, le trimestre, je ne sais pas moi, en janvier, février, mars, ou est-ce qu'il faut regarder le dernier trimestre révolu
octobre, novembre, décembre de l'année précédente. Bon. Alors on est un peu embêté parce que quand on regarde l'arrêt de la Cour de cassation, elle utilise deux formules. Elle nous dit la période contemporaine de la notification de la rupture, on pourrait dire bien c'est le trimestre en cours, et elle nous dit les trimestres consécutifs précédant la rupture du licenciement. Tout ça dans le même arrêt. Donc on te dit, tiens, il y a manifestement un choix à faire. Alors le choix semble fait formellement dans un arrêt du 21 septembre 2022, c'est le deuxième arrêt, où là elle consacre une formule, elle nous dit période de référence précédant la rupture. Sauf que, quand on va voir l'effet de l'arrêt, la Cour d'appel ici, qui n'est pas censurée sur ce point, avait pris le trimestre en cours. Donc, on n'est pas encore tout à fait au clair sur cette histoire de trimestre. Bon, peut-être que ça viendra. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on a une période de référence, alors trimestre en cours ou pas, il faut comparer cette période de référence en trimestre avec la période de comparaison, comme on l'appelle, de l'année N-1. Et il ne faut pas faire une comparaison globale. Est-ce que globalement, sur les 2 trimestres, ça baisse? Il faut regarder trimestre correspondant par année. Donc on va prendre le T2 de l'année 2022 et on va le comparer au T2 de l'année 2021. Et ainsi de suite sur les différents trimestres. Bon, alors, si la présomption légale est évidemment tout à fait intéressante pour l'employeur, parce qu'on croit comprendre qu'elle a une valeur irréfragable, elle n'est pas incontournable, cette présomption. On sait que si l'entreprise n'est pas en mesure de fournir une baisse du chiffre d'affaires ou une baisse des commandes sur les trimestres fixés, elle peut faire appel à d'autres éléments. Et c'est ce que venue rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022, toujours le deuxième, dans une affaire où la Cour d'appel avait dit que la baisse des commandes et la baisse du chiffre d'affaires n'étaient pas établies au regard des exigences légales et avait donc dit que le licenciement n'était pas justifié. Et la Cour de cassation met dans l'office du juge véritablement l'obligation d'aller examiner le motif au regard de tous les éléments qui sont versés au dossier. La formule la voici. Il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs. Si on n'a pas réussi à matcher sur la baisse des commandes ou la baisse du chiffre d'affaires, il faut aller regarder si les autres éléments qui sont invoqués par l'employeur peut-être ont fait bouger les autres indicateurs, ou si tout autre élément de nature à justifier ces difficultés existe. Bien, pour finir sur la valeur probante des 3 autres indicateurs, on oublie la baisse des commandes, on oublie la baisse du chiffre d'affaires, on se concentre sur les 3 autres qui n'ont pas une présomption légale. Le législateur ne nous dit pas plus de choses qu'une évolution significative. Eh bien, depuis maintenant une décision du 1er février 2023, c'est la 3e décision, et une décision du 18 octobre 2023, c'est la 4e, on sait maintenant qu'il faut pouvoir établir une évolution qui présente un caractère sérieux et durable. On retrouve 2 qualificatifs. Le sérieux, ça veut dire que ça doit être quand même pas dérisoire. C'est pas moins 2%. Il faut qu'il y ait une certaine intensité dans la baisse. Et le durable, eh bien, on retrouve ce critère de temps. C'est pas établi sur la base de trimestre comme pour les 2 autres, mais on voit bien qu'il faut réunir ces 2 conditions. Sérieux, donc quand même significativement sérieux, et significativement long, car durable. Bien. Alors, on a un peu l'impression que, je ne sais pas ce qu'en penseront les praticiens ici, à cette table, mais on a un peu l'impression que les entreprises continuent un peu à mixer les motifs, c'est-à-dire ils vont sur les difficultés économiques en espérant peut-être gratter la présomption légale, et puis au pire, ils pourront toujours démontrer que ce sont des éléments qui permettent de considérer qu'il y a une dégradation de la compétitivité, qu'il est donc nécessaire de la sauvegarder. Allez, dernière série de décisions sur le reclassement, car là aussi il y a eu du changement, et vous le savez, ce sont les ordonnances, et précisément une ordonnance du 20 décembre 2017, l'ordonnance modificative du 20 décembre 2017 qui a redéfini le périmètre de reclassement. Et ce qui est compliqué quand on lit l'article 1233-4, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs critères qui sont enchevêtrés. Et donc moi j'ai pris l'habitude en amphi de prendre l'image des poupées russes pour expliquer ces périmètres, c'est-à-dire que le périmètre de reclassement suppose d'aller chercher la petite poupée, c'est là que se situe véritablement le périmètre.
Mais avant d'arriver à la petite poupée, tout le monde le sait bien, il faut ouvrir des poupées plus grosses, la poupée moyenne et la poupée la plus grande. Parce que pour comprendre comment se fait ce périmètre, il faut bien considérer qu'il y a 3 poupées. Donc la première poupée, la grande poupée qu'il va falloir ouvrir pour arriver au périmètre de reclassement, c'est ce qu'on pourrait appeler le périmètre sociétaire. On regarde d'abord si l'entreprise est isolée, si elle ne fait pas partie d'un groupe. C'est facile. Dans ce cas-là, on recherche les emplois disponibles en son sein. Si elle fait partie d'un groupe, le périmètre de reclassement est plus large. Mais qu'entend-on par groupe? Alors, depuis les ordonnances, on sait que c'est le groupe de société au sens du Code de commerce. Il est renvoyé à 3 articles du Code de commerce qui ont en commun de définir le groupe à partir d'un critère de contrôle. C'est clairement le contrôle qui sert de critère distinctif du groupe. Et il y a plusieurs manières de contrôler. Je contrôle dès que je possède plus de la moitié du capital, c'est facile. Je suis propriétaire, c'est moi qui décide. Je contrôle dès que je décide, et je décide quand j'ai la majorité des voix aux assemblées générales ou quand j'ai le pouvoir de nommer ou de révoquer les membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance. Et troisième critère, je contrôle quand j'ai une influence dominante, quand j'ai une influence dominante sur une société. Le problème, et je vais en arriver à l'arrêt, c'est que ce critère de l'influence dominante est un critère qui permet de délimiter le périmètre d'une autre obligation, qui est l'obligation de consolidation des comptes, les comptes consolidés, qui repose aussi sur d'autres critères. Et le problème, c'est que dans l'esprit peut-être d'un certain nombre d'observateurs, et moi le premier, on pouvait penser que le périmètre de reclassement, du coup, enfin le périmètre du groupe, au sens du reclassement, pouvait épouser les mêmes frontières que le périmètre de la consolidation des comptes. En allant un peu vite en besogne, on n'est pas des spécialistes comptables de la consolidation des comptes. Eh bien, précisément, il y a eu un arrêt du 5 juillet 2023 qui est venu lever cette confusion, un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 qui portait sur l'inaptitude, le reclassement d'un salarié inapte, mais comme les formules légales sont exactement les mêmes, on peut tout à fait transposer la solution sans prendre le moins de risques. Que s'était-il passé dans cette espèce? Eh bien, on avait une cour d'appel qui s'était appuyée sur le rapport du CAC, du commissaire aux comptes, qui avait dit qu'une société faisait partie du groupe au sens de la consolidation des comptes, et donc que cette société, parce qu'elle faisait partie du groupe consolidation des comptes, faisait partie du groupe de sociétés, et donc il fallait aller rechercher des reclassements en son sein. La Cour de cassation casse, parce que la Cour d'appel a confondu 2 critères, et c'est vrai qu'il faut lire à 2 fois. Dans le Code de commerce, on a un critère pour la consolidation des comptes qui est l'influence notable. Et l'influence notable, ce n'est pas l'influence dominante. Et la Cour de cassation vient nous dire dans cet arrêt du 5 juillet 2023 que l'influence notable, qui permet d'aller saisir des sociétés pour dire que les comptes doivent être consolidés aussi avec cette société, cette influence notable, ce n'est pas l'influence dominante parce que ce n'est pas un critère de contrôle. Donc ça, c'est la grande poupée. On sait un petit peu plus comment on détermine le groupe au sens donc, du Code de commerce. À l'intérieur, il faut encore aller chercher des sociétés qui font partie de ce que l'on appelle le groupe de permutabilité. Parce que le reclassement ne doit pas être recherché dans toutes les entreprises du groupe. Ce serait trop facile. Il faut identifier au sein du groupe des sociétés qui, au regard de leur activité, de leur organisation, et de leur lieu d'exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel. D'où l'idée de groupe de permutabilité. Vous voyez la grande poupée, groupe de société, et à l'intérieur, il faut focaliser sur le groupe de permutabilité. Et ce qui est intéressant dans l'arrêt du 5 juillet, c'est que la Cour d'appel avait oublié cette étape. Elle s'était arrêtée au groupe de société pour dire, bon bah alors si la société en question fait partie du groupe, il faut chercher des solutions de reclassement en son sein. Non, il faut ensuite vérifier si cette société fait partie du groupe de permutabilité. Alors, toujours sur ce point, notamment sur la permutabilité, Aline en a dit un mot à l'instant, il y a eu un arrêt du 8 novembre 2023 tout à fait intéressant, où la Cour d'appel avait mobilisé le secteur d'activité. Je ne sais pas si ça vous dit vaguement quelque chose. Le secteur d'activité, c'est un périmètre d'appréciation du motif économique, normalement, quand l'entreprise appartient à un groupe. Et la Cour d'appel, elle avait un peu confondu les choses en se demandant si la société faisait partie où les sociétés faisaient partie du même secteur d'activité pour ensuite vérifier si elles faisaient partie d'un groupe de permutabilité. C'est compliqué.
Eh bien, la Cour de cassation est venue nous dire que ce sont deux choses complètement différentes. Le secteur d'activité, il permet d'apprécier le motif économique. Quand on est sur le groupe de reclassement, il faut juste regarder si les sociétés ont en commun cette exploitation, ce lieu d'exploitation, cette organisation et cette activité qui permet d'assurer la permutabilité du personnel. Bien, allez, pour terminer, c'est vraiment ma dernière remarque, Pascal, j'ai vu que tu regardais ta montre, c'est qu'il faut en arriver à la troisième poupée, c'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur du groupe de permutabilité, il faut se focaliser sur les emplois situés sur le territoire national. Et alors là, j'ai fait une découverte, je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y a une véritable différence de rédaction entre le reclassement pour motif économique et le reclassement pour inaptitude. J'étais persuadé que les textes sur le reclassement pour inaptitude étaient rédigés véritablement à l'identique. Eh bien non, parce que s'agissant du reclassement pour motif économique, les emplois doivent être situés sur le territoire national. Situés, c'est U-E-S. Alors que quand on va sur le terrain du reclassement pour inaptitude, ce sont les entreprises, donc du groupe de permutabilité, qui doivent être situées U-E-E-S sur le territoire national. Alors là, bon courage, là encore, pour pouvoir, alors, aligner, peut-être pas, hein, il va falloir une interprétation littérale du texte, mais pour pouvoir expliquer cette incohérence rédactionnelle. Moi, je souhaitais rebondir sur le motif économique, puisqu'effectivement, c'est l'une des premières questions qu'on va poser à nos clients quand ils viennent nous voir avec un projet de réorganisation. Ils sont souvent très clairs sur là où ils veulent arriver, sur leur cible, et ils sont souvent beaucoup moins clairs sur les raisons qui les conduisent à mettre en œuvre ce projet. Voilà, ils ont des pertes d'activité, ils ont une baisse, ils ont des trains négatives, ils ont des choses effectivement qu'ils veulent revoir, qu'ils veulent améliorer, qu'ils veulent changer, des synergies à mettre en œuvre, mais finalement, ils se posent assez peu la question de ce motif économique. Et ce motif économique, il n'est pas simple, puisqu'il est composé de 3 éléments. Un élément négatif, le non inhérent, dont on a beaucoup parlé, un élément causal, dont vient de parler Alexandre, difficulté, sauvegarde de la compétitivité, et un élément, pour finir, matériel, et bien sûr, comme rien n'est simple avec le motif économique, ils ne s'apprécient pas tous sur le même périmètre. Donc, l'élément négatif non inhérent, juste un mot, c'est intéressant pour revenir au tout début de nos débats. Finalement, le non inhérent à la personne du salarié, ça a du sens et ça nous renvoie finalement à la notion de critère d'ordre apprécié au sein des catégories professionnelles et qui nous conduit finalement à devoir expliquer à nos clients que la personne qui occupe l'emploi qu'on va supprimer ou modifier n'est pas forcément la personne qui va être licenciée in fine, puisqu'il y aura au préalable ce filtre de l'application des critères d'ordre. Sur l'élément causal, là également, on doit conseiller nos clients et essayer de trouver avec eux effectivement d'où vient la difficulté, la problématique qui conduit à envisager un tel projet de réorganisation. Alors les difficultés économiques, c'est effectivement aujourd'hui largement encadré à la fois par la loi et par la jurisprudence. Si on s'en tient à la question du chiffre d'affaires, on peut se dire que nos livres 2 vont être extrêmement réduits. Les documents qu'on présente au CSE sur la documentation économique sur la motivation du licenciement, et finalement on va se retrouver par quelques chiffres de manière arithmétique, mais ce n'est pas du tout la réalité. Finalement, on se rend compte qu'on a souvent du mal à rentrer dans les cases imposées par le législateur, et puis que ces cases peuvent être dangereuses, notamment pour la question du timing, parce que finalement, la mise en œuvre d'un PSE n'est pas à un instant T uniquement. Très souvent, elle va être cadencée. Il va y avoir plusieurs vagues de licenciements qui s'échelonnent ou des modifications de contrat qui s'échelonnent. Or, l'appréciation du motif de licenciement, il est au jour du licenciement. Et donc, on se retrouve coincé si on ne s'est basé que sur ce chiffre d'affaires, et on risque d'être coincé quand on est sur une taille importante de l'entreprise, puisque ça s'apprécie sur 4 trimestres. Et donc, si un trimestre n'est plus dans la droite ligne de la description du Code du travail, le motif sera très clairement fragilisé. Or, souvent, les effets de la réorganisation qui sont escomptés commencent à se voir dès les premières vagues de modification, de transformation d'emploi, de transformation d'organisation, et peuvent influencer ces critères et les transformer, et donc priver les licenciements de cause économique. Donc le choix, finalement,
va très souvent se porter sur des motifs mixtes, où on va mélanger de la difficulté économique, des difficultés économiques, et un motif de sauvegarde. Un motif de sauvegarde qui a largement été transformé par la jurisprudence, qui, si au début était assez ouvert avec la notion d'intérêt de l'entreprise, finalement est devenu plus strict avec les arrêts de 95, où on nous a dit qu'il devait être nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise pour à nouveau s'assouplir, où on nous a dit dans les arrêts Page Jaune de 2006 qu'il ce motif permettait quand même de prévenir des difficultés et qu'on n'était pas obligé que ces difficultés soient avérées, inévitables, inéluctables pour pouvoir mettre un plan et qu'au contraire, on pouvait essayer d'anticiper les menaces externes et internes, hein, puisque c'est ça la sauvegarde, ça vise à anticiper des menaces, un contexte international, une évolution des modes de consommation, une inflation, les prix des matières premières, une concurrence qui se transforme, qui se mue, des nouveaux modes de distribution ou de communication. Un mot, alors je ne rentrerai pas sur les autres motifs économiques, on les utilise moins, et notamment la mutation technologique. Alors moi, je me suis toujours dit que c'était peut-être parce que c'était un motif qui finalement nécessitait beaucoup d'anticipation et qu'on pouvait le traiter autrement. Peut-être par le biais... par le biais de d'autres dispositifs, la GEPP, la formation professionnelle, les congés de mobilité, en tout cas essayer d'anticiper les évolutions prévisibles sur l'emploi. En tout cas, on les rencontre, moi en pratique beaucoup moins, je ne sais pas si tu les rencontres également. En revanche, quand on est sur cet élément causal du motif économique, on va devoir s'intéresser, et tu le disais Alexandre, au secteur d'activité, et il n'est pas simple à définir, il n'est pas tout à fait à confondre avec le groupe de permutabilité, ils peuvent se chevaucher quand même, mais il est assez compliqué à détricoter dans certains groupes de sociétés complexes. Et effectivement, nous, les employeurs qui viennent nous consulter, généralement, ont une entreprise qui va mal ou même une activité de l'entreprise qui va mal et ont souvent du mal à comprendre que ce motif va être apprécié finalement sur un périmètre bien plus large et qu'on pourrait peut-être rapprocher d'ailleurs de la notion de marché pertinent en droit de la concurrence. Sur le dernier élément, c'est l'élément matériel qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces difficultés économiques ou ce motif économique doit avoir un impact et se retrouver dans une matérialité. Oui, on continue. C'est pas un chat. C'est pas un chat cette fois. Une matérialité dans la suppression, la transformation de l'emploi ou la modification d'un élément essentiel du contrat. Et c'est tout là le côté non inhérent aux salariés. Et il y a deux jurisprudences qui étaient intéressantes. Une jurisprudence du Conseil d'État du 15 novembre 2022 qui concernait un salarié protégé, donc un salarié protégé dont on envisageait une modification de son contrat pour... C'est toujours la même personne qui a l'écran, hein, comme tout à l'heure. Pardon. Donc, dans la décision... Pardon, dans la décision du Conseil d'État, on remercie beaucoup cette personne d'avoir participé à cette conférence. On continue ? Ouais, donc dans cet arrêt du Conseil d'État, donc, un salarié protégé, une modification de son contrat, on sollicite l'autorisation administrative de procéder à son licenciement puisqu'il a refusé sa modification de contrat. Et une des questions qui était posée, c'est est-ce que l'autorité administrative qui est saisie du contrôle doit rechercher si cette modification était strictement liée et strictement nécessaire au motif économique allégué. Donc, est-ce que la modification envisagée, alors on pourrait se demander, est-ce que le fait que ça soit ce salarié dont on modifie le contrat soit nécessaire au motif économique allégué? La réponse est évidemment non, puisqu'on est sur le non-inhérent à la personne du salarié. Mais la question finalement allait plus loin, c'est est-ce que même la nature de la modification envisagée, une baisse de la rémunération, une modification du lieu de travail, est-ce que cette nature était utile à toute la présentation que l'employeur avait fait de son motif économique? La réponse est très claire de la jurisprudence, c'est que s'il appartient au juge de contrôler le caractère sérieux du motif économique, du licenciement, et de vérifier
l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi. Donc on vérifie bien que le motif économique a bien des conséquences sur l'emploi, la suppression ou la modification. En revanche, l'administration ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en œuvre de l'organisation et de la réorganisation. L'employeur reste maître de ses décisions de gestion et c'est lui qui choisit d'ailleurs entre des modifications, des licenciements, la nouvelle organisation qu'il veut implémenter. Le juge va uniquement contrôler qu'il y a bien un élément non inhérent, un élément causal et un élément matériel. Il y a un arrêt aussi de la Cour de cassation de novembre 2022 qui est intéressant, où on avait un PSE qui était mis en place. Ce PSE prévoyait des modifications de contrat. Certains salariés avaient refusé et avaient été licenciés dans le cadre de ce PSE, et d'autres salariés avaient accepté, tacitement ou pas, la modification de leur contrat et donc travaillé dans les nouvelles conditions. Entre-temps, le PSE est annulé, il est considéré comme invalide. L'accord collectif majoritaire a été invalidé, et donc les salariés qui avaient accepté leur modification de contrat se sont pourvus pour demander la nullité de leur contrat de travail aux nouvelles conditions, puisque le PSE n'était pas valide. La Cour de cassation a répondu par la négative en considérant que finalement leur modification de contrat ne résultait pas du PSE, mais résultait du projet de réorganisation de l'employeur. À partir du moment où ils les ont acceptés, ils ne peuvent les remettre en cause à ce motif. Si on élargit les commentaires au PSE et non au seul motif, effectivement, je rejoins Alexandre sur le fait qu'il y a une baisse depuis 10 ans de la LSE des PSE qui sont mis en œuvre. Néanmoins, la voie de la négociation est toujours privilégiée très fortement, et lorsqu'elle est choisie, à 80 ou 90% des cas, elle aboutit à la signature d'un accord majoritaire. Alors, on aurait pu se demander si la baisse du recours au PSE était liée peut-être à l'introduction des RCC et de nouveaux dispositifs. Néanmoins, moi, en tout cas dans ma pratique, et je ne sais pas ce que tu rencontres, mais finalement, les grandes entreprises restent quand même beaucoup plus sensibles et préfèrent recourir à des PSE avec ou sans phase de volontariat, de PDV à l'intérieur, pour plusieurs raisons, parce que c'est mieux connu des partenaires sociaux et qu'on note qu'on a encore du mal à les faire aller sur le terrain des ruptures conventionnelles collectives, et pour autant qui pourrait paraître socialement plus attractif. Et puis finalement aussi parce que c'est le seul dispositif aujourd'hui qui est offert aux employeurs pour être certains d'atteindre la cible, l'organisation qu'ils se sont fixés dans le timing qui leur est nécessaire, et pour répondre notamment à des contraintes économiques qui parfois peuvent être fortes. Pour autant, les nouveaux dispositifs, ils étaient quand même présentaient quand même de sérieux arguments de séduction, un contrôle parfois allégé, voire inexistant de l'administration, des mesures socialement et fiscalement aussi intéressantes que les mesures qu'on retrouve d'accompagnement dans le cadre des PSE. L'absence de caractère contraint, tout repose sur le volontariat des salariés, l'absence de motifs économiques à justifier et de ces méandres des groupes de permutabilité ou autres à rechercher. Pour autant, ils ne rencontrent pas, en tout cas de ma pratique, un succès à la hauteur de leurs arguments. Et enfin, je noterai que les contentieux ont extrêmement diminué, drastiquement diminué, et qu'aujourd'hui, ceux que l'on rencontre reposent finalement plus sur la question du livre 4, ce qu'on appelle nous le livre 4, et de la prévention des risques en matière de santé et de sécurité des salariés compris dans un projet de réorganisation, que ce soit pour les salariés qui restent comme pour les salariés qui partent. On a eu quand même des décisions assez intéressantes en la matière. Le tribunal des conflits qui a jugé en 2020 que l'administration à qui il était demandé d'homologuer ou de valider, enfin d'homologuer un plan, devait vérifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc il a ainsi clarifié la répartition des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, et il a élargi le rôle de contrôle de l'employeur.
il manquait quand même des précisions sur ce contrôle. C'est chose faite avec 2 arrêts du Conseil d'État du 21 mars 2023 qui sont extrêmement instructifs sur la nature de l'obligation qui pèse sur l'employeur en la matière et qui vient nous dire que l'administration doit vérifier à la fois que les instances représentatives du personnel ont été informées sur les conséquences prévisibles du PSE, du projet de réorganisation, sur la santé et sur la sécurité des salariés, avec notamment la présentation des méthodes d'analyse de ces conséquences prévisibles, et que si conséquences il y avait, devaient être présentées également les mesures concrètes et les actions concrètes que l'employeur comptait mettre en œuvre pour évidemment réduire et voire supprimer ce côté négatif d'un plan de réorganisation, puisque un PSE, on le sait, est par nature anxiogène pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. Donc, si on peut faire juste des recommandations, c'est qu'il faut effectivement renforcer à la fois les mesures de prévention et de sécurité, mais il faut aussi associer le plus possible les représentants du personnel dès le départ, et notamment les CSSCT, à ces sujets dans la mise en œuvre de plans de réorganisation. Merci Nelly. Qui souhaite prolonger? Aline? Je vais essayer de condenser les deux propos. Alors, d'abord, au préalable, il faut savoir que les contestations des motifs économiques devant le Conseil des prud'hommes ne représentent que 2% des litiges. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, vous pourrez le voir notamment dans le rapport du ministère de la Justice. Donc, les contestations sont très faibles, très rares. Alors, je ne sais pas si c'est une cause à effet, mais il est vrai que devant le Conseil de prud'hommes, il est extrêmement compliqué d'avoir une contestation du motif économique. C'est un débat qui est comptable, qui est compliqué, avec de la donnée économique. Et là, il faut être tout à fait honnête, il y a sans doute un déficit de formation et d'appréhension de ces notions, que ce soit par les avocats, les élus et les juges. Et donc, soit on a un rapport d'expertise, lorsqu'on a des grosses entreprises qui, avec un plan de sauvegarde de l'emploi et un CSE qui a fait appel à un expert, qui vient, donc là on vient avec le rapport d'expertise devant le Conseil de prud'hommes, et l'expert a donc appréhendé, analysé le motif économique et on s'appuie dessus, sinon c'est extrêmement compliqué. Et après, il y a des réflexions plus intellectuelles, mais c'est vrai que les critères de la loi sont des indicateurs qui ont été choisis et qui, à notre sens, peuvent ne pas refléter la réelle situation économique et financière de l'entreprise, surtout lorsqu'on est dans le groupe. Et c'est vrai que là, j'aurais pas le temps de le développer, mais il y a au sein des groupes des pratiques sur des prix de transfert, c'est-à-dire des refacturations d'une société à l'autre. Il peut y avoir la création effectivement de ce qu'on appelle un marché intérieur dans le groupe, c'est-à-dire qu'en gros c'est la holding qui achète les produits des filiales et qui fixe les prix. Et donc on peut avoir des prix qui sont fixés en dessous de ceux du marché, ce qui a pour mécanique en fait d'assécher les comptes de la filiale. Puisque du coup ils produisent à perte concrètement, mais si on regarde la filiale, techniquement, effectivement, elle est en difficulté économique. Mais si on dézoome, effectivement, là, c'est plus compliqué à appréhender. Et tous ces éléments, on pourrait aussi parler de l'imputation des immobilisations immatérielles, qui sont la richesse de certaines entreprises de prestation de services, qui sont donc mises dans les charges. Et donc, il y a tout. D'ailleurs, je vous recommande la lecture d'un article de Samuel Jubé. Alors, il est un peu ancien, daté de 2009, dans la revue de droit du travail, qui s'appelle Normativité comptable, un angle mort du droit du travail. Donc, il explique effectivement la norme comptable, c'est une construction et que c'est une construction intellectuelle et un choix politique aussi sur qu'est-ce qu'on monitore et qu'est-ce qu'on ne monitore pas avec un outil. Et que ça n'appréhende pas forcément les vraies difficultés économiques de l'entreprise dans un groupe. Donc on a cette vraie difficulté à discuter en fait du motif économique, et résultat des courses,
surtout que quand même le législateur a complètement fermé le banc. On est venu sécuriser les entreprises, que ce soit sur la définition du motif économique, mais aussi sur le reclassement. Donc on est venu restreindre en fait les possibilités de discussion et de contestation. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est la nature a horreur d'être contrainte, donc on passe par des voies autres, et donc de plus en plus, dans les dossiers que je suis, on va, à côté de la contestation classique, dont on sait qu'elle a peu de chances d'aboutir, on va mener sur des dossiers de motifs économiques des contestations et des arguments autour de la faute de gestion, la responsabilité délictuelle des sociétés mères et des sociétés sœurs, et le co-emploi. Et donc, là-dessus, je vous rappelle, c'est un arrêt du 13 juin 2018 de la Cour de cassation qui dit bien que le Conseil de prud'homme est tout à fait compétent pour regarder la question de la responsabilité délictuelle des sociétés du groupe dans le cadre d'une contestation du motif économique, dès lors que les salariés soutiennent l'existence aussi d'une situation de co-emploi. Alors, concrètement, comment ça se passe? On fait, à titre principal, dans nos conclusions, il existe un co-emploi, et à titre subsidiaire, on a une responsabilité délictuelle des sociétés du groupe. Et là, je ne suis pas aussi pessimiste que certains commentateurs sur le co-emploi. Je pense qu'on va revenir à une jurisprudence peut-être plus favorable, enfin je l'espère en tous les cas, du co-emploi. Il y a notamment quelques décisions intéressantes du 7 mars 2017 et du 9 octobre 2019 sur ce que c'est en fait un rapport normal entre des sociétés du groupe, c'est-à-dire que, parce que pour avoir effectivement la reconnaissance d'un co-emploi, on doit démontrer une immixtion finalement qui est anormale d'une société holding sur une société filiale ou sœur. Et sur qu'est-ce qu'un rapport normal dans un groupe? Un rapport normal, c'est effectivement de se faire des prestations de services, d'utiliser des moyens humains, de mutualiser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un rapport normal, mais lorsque il y a un rapport anormal, et là, c'est intéressant, par exemple, la Cour relève qu'il n'existe pas de convention de trésorerie, par exemple, qu'il n'y a pas de convention générale d'assistance, ou encore qu'il n'y a pas de convention de prestation de service, et que les factures ne sont pas à la hauteur, donc la refacturation n'est pas à la hauteur du service rendu. Qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est que dans les groupes, finalement, là, ces groupes-là qui se sont fait avoir sur le co-emploi, c'est qu'ils n'avaient pas formalisé. Ils pensaient être effectivement dans quelque chose où on peut prendre et là un salarié et là faire une prestation de service, et ils n'avaient pas formalisé de convention entre eux. Et donc là, ils n'avaient pas facturé à la hauteur, et là on pourrait rentrer effectivement de nouveau sur la question du co-emploi. Alors quel est l'intérêt, très rapidement, d'aller là-dessus? C'est que pour le coup, la sanction devient automatique. C'est-à-dire si le Conseil de prud'homme reconnaît du co-emploi, on a un arrêt notamment du 22 juin 2011 qui vient dire que dans les situations de co-emploi, il doit y avoir, donc ça c'est pour les gros licenciements, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi, il doit y avoir un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être mis en place par chacun des co-employeurs. Donc, résultat des courses, dès lors qu'il n'y a pas de plan de sauvegarde de l'emploi, puisque le plan de sauvegarde de l'emploi a été fait uniquement sur la société employeur, on va dire, officielle du salarié. Et donc, on constate juste que le co-employeur qui a été retenu n'a pas mis en place de plan de sauvegarde de l'emploi, et donc on est sur la nullité du licenciement, donc on demande la nullité du licenciement. Et lorsqu'il n'y a pas de plan de défaut, en fait, de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et quand on n'est pas sur un plan de sauvegarde de l'emploi, on va demander classiquement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, parce que le motif économique n'a pas été conçu et n'a pas été analysé sur le périmètre du co-emploi. Donc on a effectivement
du fait de cette difficulté à discuter le motif économique, on va développer effectivement des stratégies sur aller chercher des co-responsables et attaquer effectivement ces licenciements économiques sur ce terrain. Je ne vais pas vous faire, parce qu'on est, je pense, assez sur la légèreté blâmable, la responsabilité délictuelle. En fait, c'est un sujet de colloque et de journée d'études en soi. Voilà, alors, si, et l'autre chose, parce que là, on est en train, c'est en pleine réflexion, je me suis posé la question d'évoquer la discrimination aussi dans le cadre des licenciements pour motifs économiques. Je vous explique la situation. Je m'aperçois que la définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre appliqués touche essentiellement des femmes âgées. Et là, je pense que je vais aussi développer quelque chose. Alors, on est en train de négocier parce que, a priori, quand j'ai indiqué ça à mon confrère, il était assez embêté. Mais ça peut être aussi une stratégie, c'est-à-dire d'aller regarder qui est visé, en fait, par la mesure de licenciement pour aller retrouver, en fait, de la marge de manœuvre dans la négociation de ces motifs.